Mesdames et messieurs, c'est un honneur et un vrai plaisir pour moi d'être présent parmi vous ce soir. Je tiens à remercier Contact Entreprise, l'Université des Antilles, pour m'accueillir dans ce très bel amphithéâtre. Je vous remercie d'être venus si nombreux pour que nous ayons un moment d'échange, car il m'a semblé que en ce début d'année 2025, qui a finalement consacré un changement radical d'ère géopolitique pour les Européens en particulier, dont les ultramarins des pays européens, le monde a subi une évolution de la même ampleur que la chute du mur de Berlin à la fin de la guerre froide. Et à l'inverse, nous avons aujourd'hui une situation davantage porteuse de risques que d'espoir. Alors en effet, sous l'influence des évolutions politiques, économiques, technologiques, sociales et environnementales, nous vivons une période particulièrement turbulente dans laquelle les surprises stratégiques s'enchaînent à un rythme élevé et remettent en question beaucoup de nos certitudes. L'ambiance internationale peut sembler pour le moins anxiogène, en particulier pour ceux qui, comme moi, suivent avec un peu trop d'assiduité l'actualité. Lorsque je suis entré dans l'armée de l'air à la fin des années 80, l'ennemi que je me préparais à combattre, c'était l'Union soviétique. Et en tant que pilote de chasse, dans la défense aérienne, je savais que je n'aurais qu'une trentaine de minutes pour pouvoir intercepter un MiG russe arrivant de Moscou à Mach 3 avant qu'il n'arrive au-dessus de Paris. Et finalement, au cours de ma carrière militaire, le monde a profondément changé. Et si j'ai été parfois un modeste acteur de ces soubresauts, de ces crises, du moins de celles qui ont directement affecté notre pays, j'ai surtout été le témoin lucide de son évolution. Alors pour mieux comprendre comment nous en sommes arrivés à la situation actuelle, je voudrais partager avec vous quelques réflexions à la lumière de mon expérience opérationnelle, politico-militaire et internationale. Mon propos s'articulera en 4 parties. Premièrement, j'évoquerai les changements d'ère géopolitique en faisant un bref rappel historique et en décrivant quel est le nouvel environnement stratégique. Ensuite, j'évoquerai l'évolution de la conflictualité avec ces nouveaux domaines d'affrontement qui permettent le développement de stratégies hybrides. Je ferai un focus particulier sur la guerre cognitive. Ensuite, je parlerai plus spécifiquement de l'impact de ces évolutions sur la Martinique, mais en ayant une approche d'abord au niveau européen, en citant quelques exemples au niveau européen, au niveau de la France, et plus précisément l'impact sur la Martinique. Et puis enfin, je proposerai quelques réponses tirées de mon expérience personnelle, aussi bien au niveau européen qu'au niveau national et au niveau local et individuel. Alors, changement d'ère géopolitique. Donc d'abord, je ferai un bref rappel qui commencera, je dirais, à la fin de la guerre froide. À la fin de la guerre froide, dans les années 90, lorsque l'URSS s'effondre, eh bien, les Américains font la démonstration éclatante de leur suprématie militaire incontestable en libérant le Koweït, envahi par l'Irak l'année précédente, grâce à leur avancée doctrinale et technologique, l'utilisation du GPS, de l'Internet, du renseignement d'origine spatiale, la furtivité, pour nommer que quelques-uns. Et nous entrons alors dans l'illusion de la fin de l'histoire qui a été théorisée par l'écrivain américain Francis Fukuyama, à l'ombre de la Pax Americana démontrant la supériorité du modèle occidental démocratique et libéral. Et c'est donc l'avènement de ce que Hubert Védrine appela l'hyperpuissance américaine. La Russie devient alors un partenaire de l'OTAN pour la construction d'une nouvelle architecture de sécurité en Europe. Et conscients des bénéfices démocratiques et économiques qu'ils retireront de leur intégration dans l'Union européenne, eh bien, les pays d'Europe centrale et orientale choisissent de rejoindre le bloc occidental. Et ce choix est perçu, déjà à l'époque, par Poutine comme l'extension de l'OTAN vers l'Est, alors que lui souhaite le maintien d'une zone tampon qui pourtant ne lui a jamais été officiellement promise. Cela illustre le pouvoir d'attraction du modèle démocratique libéral européen. Et l'Union européenne
c'est l'association volontaire d'États souverains qui exercent certaines parties de leur souveraineté en commun. Et en dépit de ses défauts et de ses imperfections, la plus grande réussite de l'Union européenne, c'est d'abord d'être un espace de paix entre ses États membres depuis 80 ans. Imaginez, c'est la plus longue période de paix en Europe depuis la fin de l'Empire romain. 2 générations et demie de citoyens européens qui n'ont pas connu la guerre et qui finalement en ont perdu la mémoire. Alors qu'auparavant, chaque génération connaissait un conflit majeur sur son sol, avec potentiellement des répercussions aux confins de l'Empire, notamment dans la Caraïbe. En Europe, à la fin du XXe siècle, il n'y avait plus de menaces aux frontières. Et les pays européens se sont engagés dans la perception des dividendes de la paix, ce qui s'est traduit par la diminution drastique des budgets de défense et la professionnalisation des armées. En effet, il n'y avait plus besoin de se préparer à défendre le territoire national contre une invasion, puisque nous étions entourés de pays amis. Et nous étions aussi à l'ombre de la protection américaine sous le couvert de l'OTAN. La France, comme ses partenaires européens, a donc construit un outil militaire de gestion de crise, c'est-à-dire une force armée expéditionnaire, plus resserrée, mieux équipée et apte à la projection pour des interventions extérieures loin du territoire national. Et nous sommes alors entrés dans l'ère des guerres de choix. Et les crises dans lesquelles nous nous sommes engagés se sont enchaînées, parfois sous couvert de droits d'ingérence humanitaire cautionnés par la communauté internationale. Pour en citer quelques-unes, la crise des Balkans, née de la désintégration de l'ex-Yougoslavie en 91, en Bosnie en 95, au Kosovo en 99, la Somalie, la République démocratique du Congo en 1994, puis après les attentats terroristes du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center à New York, intervention en Afghanistan en 2001, invasion de l'Irak en 2003, et en parallèle, la guerre civile en République de Côte d'Ivoire en 2002 et la crise du Darfour entre le Soudan du Sud et le Tchad en 2006, le conflit entre Israël et le Liban en 2006, la rébellion armée au Tchad en 2007, la piraterie dans le golfe d'Aden près de Djibouti en 2008, et enfin les printemps arabes en 2011 avec les répressions violentes des dictatures en Libye en 2011, en Syrie en 2013, puis l'extension des mouvements djihadistes islamistes au Mali en 2013 et l'avènement de Daesh en Irak et en Syrie en 2014. Mais au cours de cette période, il y a eu 3 inflexions notables. La première inflexion est liée à la guerre en Irak en 2003, déclenchée sous l'impulsion des néoconservateurs américains qui croyaient dans la paix démocratique, c'est-à-dire l'idée selon laquelle des démocraties ne se font pas la guerre. Et cet objectif justifiait à leurs yeux l'usage de la force pour renverser les régimes autoritaires et imposer le modèle démocratique partout dans le monde. Sous le prétexte d'armes de destruction massive, prétendument détenues par Saddam Hussein, ils envahissent l'Irak pour créer, espèrent-ils, un effet domino démocratique au Moyen-Orient et sécuriser ainsi leurs approvisionnements énergétiques. Cette guerre illégitime, pour laquelle le président Chirac avait exprimé son désaccord et avait mis son veto à la participation française, a eu 3 conséquences néfastes. D'une part, la diminution de l'autorité morale des États-Unis et par voie de conséquence, la perte de crédibilité de l'Occident, qui s'affranchit des principes qu'il promeut et contourne parfois les décisions des institutions internationales. D'autre part, la création d'un proto-État par Daesh ou l'État islamique, constitué initialement d'ex-officiers de l'armée irakienne, démobilisés puis humiliés par les Américains, et qui se sont radicalisés en contestant à Al-Qaïda le leadership du djihadisme mondial. Daesh a proclamé en 2014 un califat sur un territoire de la taille du Royaume-Uni, constitué du tiers du territoire syrien et de la moitié du territoire irakien. Et enfin, l'engagement des démocraties occidentales dans une entreprise vouée à l'échec,
celle du nation building, c'est-à-dire la construction d'un État, et par l'outil militaire. Cette aventure malheureuse s'est soldée par le départ brutal des Américains d'Afghanistan en août 2021 dans les circonstances que vous connaissez. En fait, c'était oublier que nos démocraties se sont construites sur plusieurs siècles et non en une décennie. Et l'idéal démocratique doit venir du peuple lui-même. Il ne peut pas être imposé depuis l'extérieur par les armes. La deuxième inflexion s'est matérialisée pendant que nous nous focalisions sur l'arc de crise qui va de l'Asie centrale jusqu'en Afrique subsaharienne, en passant par le Moyen-Orient dans la guerre contre le terrorisme. Nos compétiteurs stratégiques nous ont alors observés et conscients qu'ils ne pouvaient pas entrer dans une confrontation armée directe contre les forces technologiquement supérieures, eh bien, ils ont identifié quelles étaient nos faiblesses et ont développé des stratégies de contournement de la puissance pour arriver à leur fin. Et cette nouvelle approche a notamment été théorisée dès la fin des années 90 par les Chinois et plus récemment par les Russes. Et je reviendrai dessus plus en détail par la suite. Par ailleurs, la Chine, qui conteste désormais ouvertement l'ordre établi et le leadership américain, s'est donné comme objectif d'être militairement prête pour un conflit majeur en 2027 et de devenir la nouvelle superpuissance dans un monde multipolaire en 2049, date anniversaire de la création, des 100 ans de la création du Parti communiste chinois. Et pour atteindre ce but, la Chine s'appuie notamment sur l'accès facilité aux nouvelles technologies et sur son développement économique auquel les Occidentaux ont largement contribué en pensant à tort favoriser la démocratisation du régime. La troisième inflexion est liée à l'aveuglement stratégique des Européens occidentaux, notamment l'Allemagne et la France, vis-à-vis des intentions réelles de la Russie, pour des raisons économiques pour l'une et pour des raisons plus idéologiques pour l'autre. Nous n'avons pas pris au sérieux le discours de Poutine à la conférence de sécurité de Munich en 2007, dans lequel il critiquait déjà fortement l'unilatéralisme américain. Il s'opposait à l'extension de l'influence occidentale vers l'Est. Et il révélait sa volonté de revanche et de restauration de la Grande Russie. Après les crises de Géorgie, en 2008, en Ukraine, en 2014, lors de la guerre du Donbass et l'annexion de la Crimée, soi-disant pour la défense des minorités russes vivant dans ces pays, le manque de réaction forte européenne a mené à l'invasion de l'Ukraine en 2022. Notre apathie, ou devrais-je dire notre lâcheté, a conforté Poutine dans son appréciation de notre faiblesse et de notre manque de courage, alors qu'il avait manifestement violé l'accord de Budapest de 1994, qui garantissait à l'Ukraine l'intégrité de ses frontières contre l'abandon de ses armes nucléaires. Et cette garantie devait être soutenue par les États-Unis, le Royaume-Uni, la Russie, la Chine et la France, les 5 puissances nucléaires. En définitive, la crainte du régime poutinien, eh bien, c'est que son pouvoir autoritaire soit sapé par l'attrait de sa population pour le modèle démocratique européen. Poutine est un homme du passé qui a déclaré en 2005 « La chute de l'Union soviétique a été la plus grande catastrophe géopolitique du siècle ». Alors, nous sommes maintenant dans un nouvel environnement stratégique beaucoup plus complexe. 3 décennies après la fin de la guerre froide, nous assistons au retour du rapport de force dans les relations internationales et au recours désinhibé de la violence pour régler des différends politiques. L'ordre mondial qui régit les relations internationales depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et qui a été mis en place par les Occidentaux est aujourd'hui largement contesté. Les pays émergents du Sud global, dont les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, rejoints en janvier 2024 par l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis,
sont conscients de leur nouvelle puissance. Et bien que divisés, ils deviennent plus assertifs et revendiquent un nouvel ordre mondial non centré sur les seuls intérêts des vainqueurs occidentaux du XXe siècle. Pendant la guerre froide, l'Union soviétique était le compétiteur stratégique des États-Unis et le champ de bataille potentiel était le continent européen. Les intérêts américains et européens étaient donc alignés. Depuis le pivot américain des États-Unis vers l'Asie, décrété par l'administration Obama, le véritable compétiteur stratégique des États-Unis dans tous les domaines, c'est la Chine et non la Russie, malgré sa guerre d'agression en Ukraine. Et pour comprendre la nouvelle posture américaine vis-à-vis de l'Europe, il faut abandonner nos références européennes et regarder le monde selon la perspective américaine. Les Européens, très souvent, nous sommes victimes de ce que j'appelle le biais Mercator. En effet, pour des raisons pratiques de représentation du monde, la représentation du monde la plus utilisée, c'est la projection de Mercator, projection du globe terrestre sur une carte plane qui est centrée sur l'Europe, avec le méridien de Greenwich au milieu de la carte. Et cette représentation nous donne l'illusion que comme la France, l'Europe est au milieu de la carte, nous sommes les plus importants du monde. Rien n'est plus faux. Parce qu'aujourd'hui, le centre de gravité géostratégique mondial, il est désormais en Asie-Pacifique. En effet, depuis 2013, la Chine a déployé ses nouvelles routes de la soie pour trouver de nouveaux débouchés commerciaux et sécuriser ses approvisionnements en énergie et en matières premières. Cette initiative est également un outil d'influence économique pour promouvoir ses intérêts à l'étranger. 1000 milliards de dollars investis dans 200 accords bilatéraux dans 150 pays. En fait, ces investissements sous forme de prêts s'avèrent le plus souvent être un véritable piège de la dette pour de nombreux pays fragiles qui, in fine, ne bénéficient absolument pas localement des retombées économiques escomptées. La Russie, quant à elle, avec un produit intérieur brut équivalent à celui de l'Italie, pour 143 millions d'habitants, n'est plus un compétiteur stratégique des États-Unis, comme l'était l'Union soviétique. Cependant, étant une puissance nucléaire révisionniste et renouant avec ses ambitions impériales, la Russie est redevenue une menace pour ses voisins, comme le prouve son invasion de l'Ukraine. L'arrivée de l'administration Trump et son soudain alignement sur la position russe est une nouvelle surprise stratégique. Le fait nouveau, c'est que l'ordre international dont je parlais tout à l'heure est désormais aussi contesté par ceux-là même qui l'ont créé, les États-Unis. Mais Trump fait d'abord de la politique intérieure, car la politique étrangère, ce n'est pas du tout le sujet de l'électeur américain. Ce président a été élu pour des raisons économiques, à cause de l'immigration, en réaction au wokisme, mais en aucun cas pour défendre les intérêts des Européens. D'ailleurs, il faut se rappeler que lors de son premier mandat, en 2016, le président Trump avait déclaré « Après la Chine, mon deuxième ennemi, c'est l'Europe ». L'Ukraine n'est donc plus un problème américain. Il est de la responsabilité des Européens de le traiter. Le rapprochement de Donald Trump avec la Russie vise à la fois à détacher la Russie de la Chine et de l'Iran et à accroître le fardeau économique des Européens tout en ouvrant de nouvelles perspectives commerciales pour les États-Unis. Ce président n'a pas une conception stratégique traditionnelle, mais une approche uniquement transactionnelle. C'est pourquoi il transforme la négociation en menace, les alliances en dépendance et les accords multilatéraux en arrangements bilatéraux. Au Moyen-Orient, l'ampleur de l'attaque surprise du 7 octobre 2023 par le Hamas contre la population civile israélienne a rappelé la permanence de la menace du terrorisme islamiste et a marqué le début d'une guerre dévastatrice à Gaza avec des milliers de morts palestiniens en retour et une crise humanitaire majeure. Mais si cette attaque du Hamas soutenue par l'Iran peut être vue sans l'excuser,
comme la conséquence de la politique israélienne de ces dernières années, force est de constater que l'objectif du Hamas n'était pas la défense de la population palestinienne. Il s'agissait d'une part de provoquer une surréaction d'Israël pour arrêter la normalisation en cours avec l'Arabie saoudite, et d'autre part, d'exporter le conflit entre les communautés musulmanes et juives partout dans le monde afin d'isoler Israël sur le plan international. Cette onde de choc a provoqué la recomposition en cours dans la région avec la déroute du Hezbollah au Liban, la chute du régime de Bachar el-Assad en Syrie au bénéfice d'un autre régime islamiste mais nationaliste et soutenu par la Turquie, et un affaiblissement militaire de l'Iran qui semble aujourd'hui plus ouvert aux négociations sur le nucléaire. L'Afrique reste malgré tout le théâtre des conflits les plus meurtriers, mais dans l'indifférence générale, avec plus de 800 000 morts dans la guerre du Tigré qui oppose l'Éthiopie à l'Érythrée depuis 2020, et plusieurs dizaines de milliers de victimes au Soudan ou en République démocratique du Congo. Cependant, l'Afrique est aussi la zone du monde la plus dynamique d'un point de vue démographique, avec un doublement prévu de sa population pour arriver à 2,5 milliards d'habitants en 2050, et dont 60% seront des jeunes de moins de 25 ans, alors que l'Asie et l'Europe, démographiquement, se meurent. Cela représentera pour le continent une opportunité économique de percevoir les dividendes démographiques, mais ce sera aussi un défi par la pression sur les ressources et la difficulté d'accès aux services. Je ne peux pas terminer ce rapide tour d'horizon sans parler des conséquences potentielles du changement climatique. En effet, nous assistons à une aggravation des événements climatiques extrêmes avec des répercussions potentielles au plan environnemental, économique et sanitaire, mais aussi avec des conséquences stratégiques. À titre d'exemple, le stress hydrique avive les tensions entre la Turquie, qui contrôle les sources des fleuves Euphrate et Tigre, et ses voisins syriens et irakiens, et aussi entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie, qui contrôlent le château d'eau du Nil. La construction de barrages en amont sur ces fleuves prive les pays en aval d'une partie de leurs ressources en eau, ce qui peut absolument être source de conflit. De même, la guerre au Darfour, comme d'autres guerres africaines récentes, est le résultat de la désertification du Sahel. La compétition pour l'accès aux ressources naturelles, que ce soit l'eau, les terres arables, la nourriture, les matières premières énergétiques et minérales, peut facilement se transformer en conflit. Le risque de submersion menace des millions de personnes, sachant que 90% de la population mondiale vit sur une bande côtière de 100 km. C'est le cas par exemple du Bangladesh, dont les 164 millions de personnes, d'habitants, vivent dans une zone inondable à 80%, et de tous les archipels coralliens. Et la réalisation de ce risque conduirait, bien évidemment, à des déplacements importants de population. Je vais aborder maintenant l'évolution de la conflictualité, commençant par les nouveaux domaines d'affrontement. Pendant que les Occidentaux s'endormaient sur leur supériorité technologique dans des conflits asymétriques de gestion de crise, au cours desquels leurs forces militaires expéditionnaires opéraient dans des environnements relativement permissifs, eh bien leurs adversaires les ont observés. C'est notamment le cas des Chinois, qui ont théorisé dès 1999 le moyen de contourner la puissance militaire occidentale dans un ouvrage célèbre appelé La guerre hors limite, ou Unrestricted Warfare en anglais. Et selon ces auteurs, deux colonels de l'armée populaire de libération, Xia Liang et Wang Sangshui, le champ de bataille est partout. Ils expliquent comment l'effacement des limites entre espace physique et espace virtuel d'origine technique permet l'emploi de moyens non militaires dans tous les domaines, y compris financiers, économiques, juridiques et technologiques, pour prendre le dessus sur les États-Unis en particulier et sur les Occidentaux en général.
Cette mutation de l'espace de bataille a été rendue possible par l'accès généralisé aux innovations technologiques et a eu deux conséquences déterminantes. D'une part, la fin de l'avantage technologique des puissances occidentales. D'autre part, l'apparition de nouveaux domaines d'affrontement liés à ces nouvelles technologies comme l'espace exoatmosphérique, le cyberespace, les fonds marins, le spectre électromagnétique ou encore le champ de l'information. Et l'augmentation de notre dépendance à l'égard de ces nouveaux services et donc la nécessité de défendre nos ressources et nos intérêts dans ces nouveaux domaines ont conduit mécaniquement à l'extension du champ de conflictualité au-delà de terre, air, mer. Et l'ensemble de tous ces domaines constitue désormais le nouvel espace de bataille dans lequel se déroulent simultanément des phases de compétition, de contestation et de confrontation. Ainsi, un même pays peut à la fois être un allié ou un partenaire et un adversaire ou un compétiteur dans des domaines différents. Par exemple, pour l'Union européenne, c'est le cas des États-Unis, qui sont un allié stratégique, ou qui l'étaient jusqu'à il y a un mois, mais qui sont aussi un compétiteur économique. C'est le cas de la Chine, qui est un compétiteur stratégique, un rival systémique, mais qui est aussi un partenaire économique. C'est le cas de la Turquie, qui est un allié ambivalent, cultivant l'ambiguïté stratégique. Cela illustre bien ce dilemme aujourd'hui. Auparavant, nous pouvions penser que nous pouvions faire baisser le niveau de tension géopolitique en améliorant les relations économiques. Eh bien, force est de constater que ce paradigme s'est inversé. Et aujourd'hui, l'économie est utilisée comme une arme, comme l'illustre la guerre commerciale initiée il y a quelque temps par la Chine et plus récemment par le président Trump. Aujourd'hui, la confrontation entre puissances ne se joue plus uniquement dans le domaine militaire. Dans la doctrine des pays occidentaux, on parle d'approche globale pour prendre en compte les 4 facteurs de puissance qui sont les facteurs diplomatiques, informationnels, militaires et économiques, l'acronyme DIME. Alors, dans le domaine militaire, aujourd'hui, nos forces doivent se préparer à intervenir sans préavis contre des adversaires qui seront à parité, ou plus un conflit asymétrique, et dans des environnements qui seront fortement contestés, contrairement à ce que nous avons vécu dans les opérations des 30 dernières années. Opérations de gestion de crise contre des adversaires qui étaient technologiquement inférieurs. Et pour conserver notre supériorité opérationnelle, dans un combat de haute intensité, eh bien, nos armées doivent se préparer à mener des opérations multidomaines, en prenant en compte le cyberespace, l'espace, etc. Et elles doivent également accroître leur masse, c'est-à-dire avoir un plus grand nombre, une plus grande quantité de matériel, de personnel, pour être capable de supporter une certaine attrition, c'est-à-dire des pertes. Et donc, il faut que l'on trouve un nouvel équilibre entre qualité et quantité pour que notre modèle d'armée soit à la fois militairement efficace et économiquement soutenable. Alors, dans cette perspective, il y a 8 technologies émergentes et disruptives qui ont été identifiées et que nous devrons maîtriser rapidement compte tenu de leurs conséquences stratégiques à court et moyen terme. À l'horizon des 5-10 ans, tout ce qui est big data, ou données massives, l'intelligence artificielle bien sûr, la robotique, l'espace et l'hypervélocité, c'est-à-dire des objets qui se déplacent à plus de 5 à 7 fois la vitesse du son. Et puis à l'horizon de 10 à 20 ans, eh bien le calcul quantique qui rendra obsolète toute la cryptographie, les clés de chiffrement, les biotechnologies, les nanotechnologies qui permettent de développer de nouveaux matériaux. La première conséquence que nous vivons déjà aujourd'hui, c'est que la donnée devient stratégique dans tous les domaines pour acquérir la supériorité informationnelle. Dès lors, le plus important pour les militaires, eh bien, c'est de concevoir un système de commandement et de conduite des opérations sous la forme d'un réseau qui va connecter toutes les plateformes, c'est-à-dire toutes les capacités militaires, des avions, des bateaux,
des véhicules blindés, afin de recueillir et de concentrer toutes les données des capteurs pour ensuite diffuser les informations pertinentes aux effecteurs pour produire des effets militaires. Mais face à l'arrivée de l'intelligence artificielle sur le champ de bataille, face à nous, eh bien, nous aurons besoin également d'utiliser de l'intelligence artificielle pour aider et accélérer la prise de décision humaine, mais pour les démocraties, dans le respect des considérations éthiques qui sont propres à nos valeurs. Par ailleurs, les nouveaux domaines de conflictualité, qui sont peu ou pas régulés, sans cadre juridique ou politique clair, sont devenus des zones grises, ni totalement en paix, ni complètement en guerre, dans lesquelles nos adversaires ont la possibilité de déployer des stratégies hybrides sous le seuil de confrontation ouverte pour obtenir un avantage politique, territorial ou économique. Alors les stratégies hybrides, qu'est-ce que c'est? Eh bien cette notion d'hybridité n'est pas nouvelle. Il y a déjà 2500 ans, Sun Tzu, un général chinois, décrivait dans son célèbre traité de stratégie, l'art de la guerre, plusieurs principes qui sous-tendent les stratégies hybrides d'aujourd'hui. L'importance de la ruse, de la guerre psychologique, la capacité à saisir des opportunités, l'utilisation des ressources de l'adversaire contre lui-même. Pour Sun Tzu, triompher sans combat, c'est le summum de l'art militaire. C'est pourquoi il valorise fortement la patience, l'usure, afin d'éviter l'affrontement direct, en mettant l'accent sur l'ambiguïté et la combinaison de modes d'action non conventionnels et indirects pour affaiblir progressivement l'ennemi. La définition actuelle de l'état-major des armées d'une stratégie hybride est la suivante. Il s'agit d'un acteur étatique, ou non, visant à contourner ou affaiblir la puissance, l'influence, la légitimité et la volonté adverse, en mettant en œuvre une combinaison intégrée de modes d'action, militaires et non militaires, directs et indirects, licites ou illicites, souvent subversifs, ambigus et difficilement attribuables, visant à paralyser et pouvant être engagés sous un seuil estimé de riposte ou de conflit ouvert dans le cadre d'une possible gestion d'escalade. C'est pas une belle formule littéraire, j'en conviens. Mais en résumé, les stratégies hybrides se déploient sous 3 seuils. Le seuil de détection, le seuil de compréhension et le seuil de réaction. Pour avoir une idée plus précise des menaces hybrides qui pèsent sur les démocraties européennes, il est intéressant d'analyser plus en détail l'approche russe de la transformation des conflits décrite par le chef d'état-major des armées russes, le général Gerasimov. Il explique, il y a déjà 10 ans, plus de 10 ans, que les guerres modernes ne se déroulent plus exclusivement sur le champ de bataille traditionnel avec des moyens militaires. Selon lui, les moyens non militaires tels que la désinformation, les cyberattaques, les pressions économiques, les actions politiques clandestines, peuvent être aussi, voire plus efficaces que les moyens militaires traditionnels. Il estime que ces outils doivent représenter environ 4 fois plus d'efforts en termes de ressources allouées que les moyens militaires directs dans les conflits modernes. Ces outils peuvent être utilisés pour affaiblir, voire soumettre un État sans jamais déclarer officiellement la guerre. Dans un autre registre plus technique, pour les domaines plus techniques, qui sont également propices au développement de stratégies hybrides. L'accès à l'espace n'est plus l'apanage des grands États et des puissances nucléaires. Avec l'avènement du New Space, d'une part, le prix du kilo envoyé en orbite a drastiquement baissé, passant en 10 ans de plus de 10 000 € par kilo à environ 2 000 € par kilo aujourd'hui, ce qui rend l'espace accessible à tous les acteurs, qu'ils soient étatiques ou non étatiques. À titre d'exemple, le Centre spatial universitaire de Montpellier, que je connais, fabrique des nanosatellites avec des capacités techniques remarquables à partir d'unités CubeSat qui font 10 cm de côté. Voilà, quelques petites boîtes ensemble. Une boîte à chaussures envoyée dans l'espace a une capacité à faire des choses, observation, télécommunication.
Et tout ça pour un coût raisonnable aujourd'hui. D'autre part, il est désormais plus facile de se soustraire aux lois déterministes de la mécanique spatiale en manœuvrant dans l'espace. Cela permet à un satellite patrouilleur adverse de se rapprocher d'un satellite non coopératif pour l'espionner ou le rendre inopérant par brouillage ou action cinétique. Et ce type de manœuvre est difficilement détectable et donc difficilement attribuable. C'est ainsi qu'un satellite russe, Luch Olympe, s'est approché d'un satellite militaire français, franco-italien, un satellite de télécommunication, il y a quelques années, en 2018, en orbite géostationnaire. Il a été détecté. Et un autre objet russe a démontré sa capacité de manœuvre en orbite basse récemment. De nombreux services s'appuient sur les infrastructures spatiales, de plus en plus importantes avec l'avènement des constellations géantes de satellites. Et nous sommes passés de 1000 satellites en orbite au début des années 2000 à plus de 10 000 aujourd'hui. Et la croissance est exponentielle. Et d'ailleurs, ça pose un problème parce que nous aurons de plus en plus de dommages causés aux satellites à cause des débris. Mais à l'heure où notre dépendance au secteur spatial n'a jamais été aussi forte, pour vous donner une idée, chaque citoyen européen utilise en moyenne 47 satellites dans sa vie quotidienne, sans qu'on en soit au courant, que ce soit pour la météo, les communications, etc. Donc, la défense de nos intérêts dans le domaine spatial devient un impératif absolu. De même, dans le domaine cyber, les possibilités d'attaque hybride existent sur les 3 couches qui composent le cyberespace. La première couche, dite physique, qui est constituée de l'infrastructure matérielle formée par les réseaux, les serveurs et les ordinateurs et qui permet de faire fonctionner l'Internet. La deuxième couche, logique, est celle qui permet de faire tourner les applications et qui comprend les services, comme les logiciels et les applications, qui génèrent et transmettent les informations. Et puis la troisième couche, c'est la couche cognitive, c'est-à-dire ou sémantique, et c'est celle qui correspond à la pensée des internautes eux-mêmes. Et compte tenu de notre dépendance accrue au réseau et à l'Internet, eh bien la défense de nos ressources et de nos activités dans l'ensemble du cyberespace, dont un acteur malveillant, est devenue capitale. Une partie importante de l'infrastructure de l'Internet se trouve dans les fonds marins, qui sont peu accessibles et donc peu surveillés. Les câbles sous-marins, qui sont déployés parfois jusqu'à 1,5 km de profondeur, contiennent des fibres optiques par lesquelles transitent 95% du trafic Internet mondial. Et il est tout à fait possible, pour une puissance étrangère, d'endommager ces câbles pour détourner ou espionner le flux de données de façon discrète. La Russie détient cette capacité et est suspectée de l'avoir utilisé en mer Noire pour isoler la Crimée, ou en mer Baltique pour affaiblir la connectivité sur la face nord de l'OTAN. Alors je ferai maintenant un focus sur la guerre cognitive. L'information est devenue une arme très efficace grâce à la forte pénétration des outils numériques dans la société au cours des 10 dernières années. Les nouvelles technologies de communication opèrent comme un effet multiplicateur des manipulations de l'information. Dans notre environnement numérisé et hyper connecté, générant massivement de l'information, il serait dangereux de ne considérer que la dimension technique des domaines préalablement cités, sans tenir compte des sciences humaines et sociales. En effet, au-delà de la cyberguerre qui consiste à utiliser des moyens numériques pour maîtriser, modifier ou détruire l'information, eh bien, une nouvelle forme de guerre se joue aussi dans les cerveaux humains pour altérer la cognition, c'est-à-dire ce que le cerveau fait de cette information. Appelée guerre cognitive, cette forme de guerre non conventionnelle consiste à exploiter les technologies de l'information en profitant des biais cognitifs d'un groupe de personnes pour les amener à avoir une représentation erronée du monde et, ce faisant, provoquer des altérations de la décision, des inhibitions de l'action ou encore la fragmentation des communautés. L'impact à une échelle sans précédent des réseaux sociaux, des médias disponibles et de la désinformation, voire de la propagande automatisée sur les populations
illustre cette convergence entre technologie de l'information et opérations psychologiques pour influer sur le comportement d'un groupe d'individus. En fait, nos cerveaux humains sont devenus un nouveau champ d'affrontement. Pour mieux comprendre les mécanismes qui sont à l'œuvre, il y a plusieurs aspects à prendre en compte. D'une part, le biais cognitif, qui est une erreur générale, se fonde sur deux principes biologiques majeurs. Le premier, c'est la valorisation du raisonnement le plus court par minimisation de l'énergie nécessaire. On pourrait traduire ça par la paresse intellectuelle. Et le deuxième principe, c'est la très forte contrainte de faire un autre choix de pensée différent de celui fait initialement. D'autre part, les algorithmes de superpersonnalisation qui sont responsables de la polarisation croissante des opinions publiques. Les plateformes de réseaux sociaux tendent toujours à favoriser la diffusion de messages surprenants et négatifs, ainsi que l'instabilité émotionnelle et l'extrémisme. Par exemple, une nouvelle fausse et surprenante a 70% plus de chances d'être retweetée. L'image et le son comportent une importante charge émotionnelle. Et donc l'émotion l'emporte très souvent sur la raison. C'est pourquoi les contenus médiatiques, qui sont de plus en plus souvent générés par intelligence artificielle, ce qu'on appelle les deepfakes, sont aussi efficaces et dangereux. Et la première victime en est la vérité scientifique, qui est remplacée par une croyance. Il existe 3 objectifs de l'action cognitive: saturer l'attention, perturber la mémoire et empêcher le raisonnement. Pour autant, il faut bien différencier les actions de convaincre, persuader et manipuler. Convaincre consiste à amener quelqu'un, par un raisonnement, des faits, des preuves, à admettre quelque chose comme vrai ou nécessaire. Et c'est tout à fait légitime. Persuader consiste à convaincre une personne de faire quelque chose, indépendamment de sa conviction. C'est tout aussi légitime. En revanche, manipuler consiste à persuader quelqu'un à son insu. Et ça, c'est illégitime. Alors, quel impact sur la Martinique? Pour bien comprendre l'impact des stratégies hybrides mises en place par nos compétiteurs stratégiques, en particulier par la Chine, la Russie, l'Azerbaïdjan, contre notre pays, je vous propose de prendre quelques exemples, d'abord au niveau européen, puis ensuite au niveau national et au niveau local. La situation en Europe. Parmi les menaces hybrides les plus importantes sont certainement les ingérences informationnelles par manipulation de l'information, opération de déstabilisation de l'opinion publique et ingérence électorale, comme ce fut le cas en 2016 au Royaume-Uni, ce qui a conduit au Brexit. Ce fut le cas également en France, en 2017, pour l'élection du président Macron, le cas des Macron Leaks, et puis plus récemment pour les élections générales en Roumanie. Dans cette dernière élection, le candidat d'extrême droite, Călin Georgescu, favorable à la Russie, était inconnu du grand public 1 mois avant les élections. Et il était crédité de 1% des voix. Il est devenu, dans les 15 jours précédant les élections, la 9e personnalité la plus visible sur TikTok dans le monde. Une double attaque cyber et informationnelle russe a été mise à jour par les services de renseignement roumains et dont plusieurs éléments ont été confirmés après coup par TikTok, l'application TikTok elle-même. Et ça a permis à ce candidat d'arriver en tête des élections générales avec plus de 23% des voix, à la surprise générale. Alors sur la base de faits établis techniquement et prouvant une ingérence étrangère, eh bien ce résultat électoral a été annulé par la Cour constitutionnelle roumaine. De même, plusieurs tactiques sont actuellement utilisées par la Russie pour affaiblir le soutien européen à l'Ukraine, en intensifiant les opérations psychologiques ou d'espionnage sur les réseaux informatiques, en armant le pacifisme, en mobilisant les nationalismes, en exploitant les divisions, en diabolisant les réfugiés et les migrants,
en ciblant les communautés des diasporas et en augmentant les opérations des hackers activistes. C'est exactement ce à quoi nous assistons en Europe ou dans les régions du monde où les Européens ont des intérêts. La situation en France. La France a fait l'objet de nombreuses attaques informationnelles pour plusieurs raisons, à cause de son soutien à l'Ukraine, de sa position sur la guerre Israël-Hamas et sur le programme nucléaire iranien, à cause des tensions croissantes dans l'Indo-Pacifique, avec la question de Taïwan, à cause de sa prise de position en faveur de l'Arménie, qui venait d'être agressée par l'Azerbaïdjan. Ainsi, en avril 2022, peu après le retrait des forces françaises de la base militaire de Gossi, au nord du Mali, une tentative de manipulation de l'information a été mise en lumière. Un compte Twitter appartenant à un ancien militaire malien a publié des images floutées de cadavres partiellement enfouis dans le sable, accusant l'armée française d'avoir derrière elle laissé un charnier. Il se trouve que l'armée française avait des drones qui survolaient la zone, et donc elle a pu diffuser une vidéo qui montrait des individus, identifiés ensuite comme des membres du groupe paramilitaire russe Wagner, en train d'enterrer des corps près de la base de Gossi. Et ces images ont démontré une véritable tentative de mise en scène visant à décrédibiliser les forces françaises en les accusant de crimes de guerre. Malgré tout, sous la pression russe, attisant le sentiment anti-français en Afrique francophone, eh bien, les forces militaires françaises ont quitté le Sahel au printemps 2024. En 2024, nous avons eu également des attaques informationnelles ciblées à l'occasion des élections européennes du mois de juin et à l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Et elles se sont traduites par la publication de photos ou de vidéos instrumentalisant des symboles olympiques et visant à dénoncer la participation de certains athlètes aux compétitions sportives. La création de hashtags hostiles aux JO de 2024, et leur amplification par des comptes inauthentiques. C'est-à-dire ce ne sont pas des vraies personnes, mais ce sont des chatbots, des systèmes automatiques et informatiques qui génèrent du trafic. La création et la publication de faux reportages sur des chaînes Telegram qui usurpent l'identité de médias français en changeant juste une lettre dans le nom web. Ou encore la publication en ligne de faux graffitis qui sont ajoutés de manière numérique sur des photos pour laisser penser qu'il se trouvait réellement ces graffitis sur des monuments à Paris ou dans d'autres villes de France. Cependant, ces attaques ont eu peu de prise sur l'opinion française parce qu'à ce moment-là, les Français étaient heureux et soudés dans la célébration commune des exploits sportifs des athlètes. En revanche, la Russie et la Chine mettent en œuvre une véritable stratégie pour déstabiliser la France en ciblant ses faiblesses en Outre-mer avec des vues économiques, mais surtout des vues géopolitiques. Ces ingérences étrangères avérées ont tenté de remettre en cause la légitimité de l'État français dans certains territoires ultramarins, Pacifique et de la Caraïbe, en exacerbant les difficultés politiques et sociales existantes. Elles ont conduit à des manifestations violentes en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, en Guadeloupe et en Martinique. Alors, quelle est la situation en Martinique? Vous la connaissez mieux que moi. Mais le choix de la départementalisation qui a été fait en 1946, notamment sous l'impulsion d'Aimé Césaire, a mis fin au statut colonial et a permis de sortir l'île de la pauvreté, en obtenant l'égalité avec la métropole pour les droits sociaux, l'éducation, la santé et les infrastructures. Il est vrai qu'il y a eu des manquements de l'État, et que ça a pris un certain temps pour que cette égalité soit réelle. Et ces manquements, ainsi que les blessures de l'histoire, sont vus par les adversaires de la France comme des vulnérabilités à exploiter pour affaiblir notre pays diplomatiquement. Ainsi, l'ingérence russe en Martinique s'est manifestée principalement par des campagnes de désinformation numérique visant à amplifier les tensions sociales et à fragiliser la légitimité de l'État français. Profitant du contexte explosif des mobilisations contre la vie chère, l'obligation vaccinale entre 2021 et 2022,
des réseaux liés à la propagande russe ont relayé via de faux comptes ou des médias comme Russia Today en France des contenus décrivant la France comme un pouvoir colonial autoritaire et oppressif. En insistant sur l'histoire esclavagiste et les inégalités persistantes dans les Outre-mer, ces campagnes visaient à dresser les populations locales contre l'État central en alimentant un récit de lutte anticoloniale qui s'inscrivait dans la stratégie plus large de Moscou d'affaiblissement des démocraties occidentales de l'intérieur en exploitant leurs tensions sociales. De son côté, l'Azerbaïdjan a adopté une approche un peu plus subtile, mais tout aussi politique, en tentant de récupérer le discours anticolonial martiniquais pour servir ses intérêts dans le conflit du Haut-Karabakh en 2023. En se présentant sur la scène internationale comme un pays solidaire des peuples en quête d'autodétermination, eh bien Bakou a cherché à établir un parallèle artificiel entre les revendications indépendantistes ultramarines et sa propre propagande anti-arménienne. Et cette stratégie a notamment consisté à inviter des figures militantes des Outre-mer à des forums à Bakou et à diffuser sur les réseaux sociaux des contenus mêlant hashtags liés à la Martinique et à la cause azerbaïdjanaise. L'objectif réel était d'affaiblir la position diplomatique française en dénonçant ces contradictions supposées entre soutien à l'Arménie et gestion de ces territoires d'outre-mer. Il est quand même paradoxal de constater que l'Azerbaïdjan, qui, avec l'aide de la Turquie, a envahi des territoires souverains de l'Arménie voisine, comme la Russie l'a fait en Ukraine, prétende soutenir la cause des indépendantistes ultramarins. Cette dictature, qui multiplie les prisonniers politiques, les cas de torture et les atteintes aux libertés individuelles, envoie même des tueurs à gages assassiner des réfugiés politiques sur le sol français. Elle s'est livrée à un nettoyage ethnique d'une grande violence au Nagorno-Karabakh, où il n'y a plus aucun Arménien, 140 000 déplacés et de nombreux disparus. De plus, il peut y avoir une convergence d'intérêts, convergence conjoncturelle, entre ces ingérences étrangères et le narcotrafic, pour fragmenter la société et favoriser la corruption, et enfin, établir des zones de non-droit. Enfin, la position géographique de la Martinique la rend évidemment vulnérable aux événements climatiques extrêmes et aux risques sanitaires spécifiques de la région. Mais un conflit en Europe ou une situation de crise dans le monde peut tout aussi avoir un impact important sur l'approvisionnement de l'île, compte tenu de son éloignement de la métropole. La société martiniquaise doit donc prendre conscience de ces enjeux géopolitiques et économiques pour, d'une part, ne pas laisser ces débats politiques internes légitimes être instrumentalisés par des acteurs extérieurs dont le seul objectif est d'affaiblir l'État français, et d'autre part, anticiper les conséquences logistiques et économiques d'une potentielle crise internationale. Alors j'en viens aux réponses et propositions qui sont tirées de mon expérience personnelle. La première des choses, c'est de bien avoir à l'esprit que toutes les crises, qu'elles soient externes ou internes, sont interconnectées entre elles, que ce soit par des acteurs communs ou par des conséquences d'événements géographiquement ou temporellement éloignés. Par exemple, si nous appliquons une pression sur la Russie en Ukraine, eh bien la Russie nous répond en Syrie, en perturbant nos opérations contre Daesh, ou en Afrique, par des campagnes de désinformation anti-française. Ou si le détroit de Bab el-Mandeb, en mer Rouge, est bloqué par les Houthis du Yémen, avec le soutien de l'Iran, eh bien nous en ressentirons immédiatement les effets en Europe et en Outre-mer, à cause de l'impact sur le commerce maritime international. Au niveau européen, aucun pays, compris les États-Unis, n'a la capacité de résoudre seul une crise internationale. C'est pourquoi il est important d'avoir des alliés. C'était le cas des démocraties occidentales, qui partageaient une communauté de valeurs et de destin au sein de l'OTAN, et désormais au sein de l'Union européenne, depuis que le lien transatlantique s'est distendu. Et dans la compétition mondiale, la taille pertinente pour défendre nos intérêts,
c'est le continent. Donc pour nous, l'Union européenne. Le repli sur soi, promu par certains, que ce soit au niveau national ou local, n'est qu'un leurre qui est alimenté par la démagogie. Mais l'Europe est aussi attaquée car son refus de parler le langage de la puissance l'a convertie en une proie riche, faible et vieillissante pour tous les prédateurs géopolitiques de la planète. Elle est devenue pacifiste après les 2 derniers conflits mondiaux qui ont culminé dans l'horreur et l'autodestruction de l'Europe avec plus de 65 millions de morts civils et militaires. Alors que faire pour que l'Europe soit mieux préparée pour défendre ses intérêts et protéger ses citoyens? Pour cela, il est important d'abord de sortir de la dépendance mortifère des États-Unis en matière de défense et de développer une véritable défense européenne. D'ailleurs, les Européens considèrent très souvent ils considèrent à tort que l'OTAN, c'est une organisation américaine à laquelle ils participent. Alors que la réalité, c'est que l'OTAN, c'est d'abord une organisation européenne à laquelle les Américains participent et qu'ils commandent à notre demande. En effet, l'organisation de défense américaine est vraiment mondiale et bien plus grande que l'OTAN, qui ne correspond pour eux qu'à un des 6 commandements militaires régionaux américains. Vu de l'extérieur du continent européen, finalement, les divergences entre alliés européens sont mineures, mais pour autant, nous devons développer davantage une culture stratégique européenne commune. Au niveau national, il faut noter la position unique de la France, qui est à la fois membre fondateur du Conseil de sécurité des Nations Unies, de l'OTAN, de l'Union européenne. Et cela confère à notre pays un avantage considérable qui parfois peut se traduire par une pointe d'arrogance, mais il a surtout une responsabilité particulière pour entraîner ses partenaires européens dans le développement d'une véritable autonomie stratégique européenne, y compris en matière de défense. Nous, Français, nous devons comprendre que nos alliés ne peuvent pas voir le monde comme nous, car nous n'avons pas la même histoire, la même géographie, la même culture, la même tradition politique, la même économie. D'ailleurs, contrairement à beaucoup de pays européens, la France a joui sans interruption d'une continuité de pouvoir depuis plus de 1000 ans, que ce soit dans le cadre d'une monarchie, d'un empire ou d'une république. Aujourd'hui, la France est une des 5 nations officiellement dotées de l'arme nucléaire. Et pour être crédible et défendre les intérêts vitaux de la nation, la dissuasion nucléaire est le produit de 3 choses: la volonté politique, une capacité technologique et une préparation opérationnelle. Et cela se traduit, en France, pour nous, par une doctrine claire et régulièrement réaffirmée par chaque président de la République, ainsi que par un effort constant de modernisation des 2 composantes nucléaires aéroportées, donc visibles pour la gestion de l'escalade, et sous-marine, une composante discrète, mais qui permet la frappe en second. Et pour autant, une dissuasion crédible suppose des forces militaires conventionnelles crédibles. D'une part pour tester la résolution de l'adversaire, et d'autre part pour donner différentes options à nos autorités politiques. Avec la 2e zone maritime du monde, nous avons des citoyens et des intérêts dans tous les océans et une vision globale du monde qui est peu partagée par nos voisins européens. La population ultramarine est pour la France une véritable richesse qui fait de l'archipel France la pointe avancée des valeurs européennes partout dans le monde. Mais pour que leur plein potentiel s'exprime, il faut favoriser l'intégration régionale des territoires ultramarins en rééquilibrant leurs relations entre exclusivité du lien avec la métropole et ouverture vers les partenaires régionaux. D'une part, cela améliorera la détection et la compréhension des signaux faibles pour prévenir les crises régionales. Et d'autre part, ça rendra les acteurs locaux davantage responsabilisés
et à même de saisir de nouvelles opportunités et de résister aux aléas du commerce mondial. Le facteur principal de puissance d'un pays, c'est son économie. C'est pourquoi, en termes de souveraineté, il est important de réduire notre dette pour renforcer notre économie, afin de se doter de l'outil militaire dont nous avons besoin pour protéger nos intérêts, nos valeurs et notre façon de vivre. Mais la défense est nationale. Ce n'est pas que l'affaire des militaires. Pour autant, il faut passer de l'esprit de défense à la volonté de se défendre. Car c'est la force morale d'un peuple qui est le principal déterminant dans une confrontation, comme nous le démontrent quotidiennement les Ukrainiens, qui tiennent depuis 3 ans face à la Russie. Face aux menaces hybrides évoquées précédemment, le principal enjeu pour l'État agressé, c'est de détecter l'attaque hybride, d'identifier les responsables, puis de répliquer. Et l'État agressé est alors confronté à 2 dilemmes. Interpréter l'agression dont il est victime, en dépit de son ambiguïté, et répondre à cette attaque de façon à la fois assumable, c'est-à-dire légale, tout en gérant l'escalade. Pour autant, compte tenu de la difficulté d'obtenir des preuves formelles et juridiquement opposables d'une telle attaque sans compromettre les sources et méthodes de renseignement et la sécurité des opérations, c'est la raison pour laquelle l'attribution d'une attaque hybride reste une décision politique. La France, avec la Suède, est un des pays les plus performants en Europe dans la lutte contre les stratégies hybrides. Et grâce à la mise en œuvre d'une véritable approche interministérielle, sous la direction du Secrétariat général pour la défense et la sécurité nationale, elle analyse les menaces, identifie les attaques et prépare les réponses dans 5 domaines. 5 domaines prioritaires. Le domaine cyber, avec l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information. Le champ informationnel, avec le service de vigilance et protection contre les ingérences numériques étrangères, Viginum. Dans le domaine de la sécurité économique, avec le service de l'information stratégique et de la sécurité économique, le SIS. Les normes juridiques et le champ opérationnel avec le ministère de la Défense et l'État-major des armées. Alors, au niveau local et individuel, la première priorité, c'est d'augmenter la conscience des citoyens de l'existence de ces menaces et des situations dangereuses qu'elles génèrent. Bien que nous ne soyons pas en guerre ouverte, nous sommes déjà plus en paix, notamment dans les domaines virtuels tels que le cyberespace, le champ informationnel, où les attaques de nos compétiteurs stratégiques contre nos entreprises, nos organisations, notre population sont permanents. L'éducation et la formation des plus jeunes sont essentielles pour développer leur esprit critique et leur maturité numérique. Il s'agit de permettre une meilleure compréhension du mécanisme des algorithmes des réseaux sociaux par les utilisateurs afin de les amener à se poser les bonnes questions. Pourquoi je reçois ce message? Qui a intérêt à sa diffusion? Et ce réflexe permettrait de renforcer la raison face à l'émotion et d'éviter de contribuer malgré soi à la diffusion et à la propagation de contenus inappropriés. De même, il ne faut pas juger l'histoire avec nos yeux d'aujourd'hui car le contexte de l'époque était très différent d'aujourd'hui. En revanche, il faut la connaître, cette histoire, pour éviter de répéter les erreurs du passé. Mais l'histoire, bien évidemment, est politique. Il ne faut pas l'effacer, sous peine de ne plus pouvoir la critiquer, mais il faut au contraire, s'il en manque un aspect, la compléter. Il est pratiquement impossible de faire changer d'avis une personne qui est convaincue d'une information fausse, en particulier quand elle est enfermée dans sa bulle informationnelle complotiste. C'est pourquoi la meilleure façon d'amener ces personnes à douter de ces fausses informations, c'est de leur apprendre à utiliser les outils numériques en ligne à base d'intelligence artificielle pour elles-mêmes apprendre à fabriquer des deepfakes, à programmer un chatbot pour qu'il génère du trafic sur un réseau social. Et lorsqu'on connaît et qu'on maîtrise ces techniques de falsification de la vérité, eh bien, on est moins crédule. Il est tout aussi important d'accroître la résilience de nos sociétés à tous égards,
c'est-à-dire la capacité d'absorber un choc et de repartir. Toutefois, la cohésion interne est essentielle pour mieux résister à la guerre cognitive qui s'appuie sur des tensions et les divisions existantes au sein de la société pour les exacerber et susciter la méfiance au sein des communautés ou entre la population et le gouvernement. C'est pourquoi, pour paraphraser le président Kennedy, il est de la responsabilité de chacun d'entre nous, de se demander ce qu'il peut faire pour la collectivité, et non seulement ce qu'il peut en attendre. Le sentiment de responsabilité individuelle doit prévaloir sur tout réflexe de victimisation. Certes, le monde est injuste, mais c'est en sortant des postures et des clichés et en étant plus solidaires dans l'effort qu'on corrigera ces injustices. Alors j'en arrive à ma conclusion. Le général André Boffre, un des pères de la dissuasion nucléaire française, avait théorisé les 3 marches de l'escalier qui mènent à la guerre: compétition, contestation, confrontation. Désormais, ces 3 phases peuvent se dérouler simultanément en fonction des sujets, des domaines et des acteurs, ce qui rend notre environnement stratégique beaucoup plus complexe, instable et donc imprévisible. Et à l'âge de l'information, l'espace de bataille est partout. Et dans plusieurs domaines, nous ne sommes déjà plus en paix, ni complètement en guerre. Et ces zones grises sont le lieu privilégié de la mise en œuvre par nos adversaires de stratégies hybrides sous le seuil de l'affrontement direct, avec un principe: ce qui n'est pas protégé est pillé, et ce qui est pillé est contesté. La forme la plus élaborée de ces stratégies hybrides est la guerre cognitive à laquelle nos populations sont continuellement soumises de la part de nos compétiteurs stratégiques. L'impact sur la France, en général, et sur la Martinique en particulier, est notable, surtout lorsque les difficultés sociales et les tensions politiques locales sont instrumentalisées par des ingérences étrangères pour affaiblir le pays. Mais une France affaiblie ne pourra pas résoudre les problèmes de ses citoyens. Dès lors, pour se protéger des dangers de ce monde globalisé, la réponse doit être à l'échelle du continent européen. Pourtant, la faiblesse est provocatrice. C'est pourquoi l'Union européenne doit renouer avec la puissance afin de défendre ses intérêts et ses valeurs, de protéger ses citoyens, de promouvoir son modèle démocratique, social et libéral, et de poursuivre ses efforts pour lutter contre les effets du changement climatique. Pour cela, il faut échapper au sentiment de défaitisme qui sévit parfois en Europe et en France, et d'ailleurs sentiment sans doute instillé par nos adversaires. En effet, l'Union européenne est la 2e puissance économique mondiale, 20 000 milliards d'euros de PIB. Puissance démographique, 450 millions d'Européens, 550 si on ajoute les Britanniques et d'autres pays qui ne sont pas dans l'Union européenne. Donc il faut arrêter d'avoir peur de pays tels que la Russie. Et l'Union européenne a de nombreux atouts, des talents, de la culture, des savoir-faire. Elle doit donc reprendre confiance en elle pour assumer ses responsabilités en développant son autonomie stratégique. Dans cette perspective, l'archipel France peut fortement y contribuer à condition de libérer tout le potentiel des territoires d'outre-mer en favorisant leur intégration régionale, tant pour la prévention et la gestion des crises que pour les opportunités et la résilience économique. Dans cette période de grande incertitude stratégique, nous sommes parfois notre pire ennemi. En effet, l'esprit de responsabilité doit supplanter le réflexe de victimisation. Antoine de Saint-Exupéry disait « Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Alors soyons proactifs pour façonner le futur que nous souhaitons. La force d'une communauté, d'un pays, vient de sa cohésion interne, et en sortant des postures et en étant plus à l'écoute des expériences des uns et des autres, dans le respect des institutions démocratiques, les Martiniquais pourront construire une société plus résiliente, plus forte, pour résoudre leurs problèmes et faire face aux nouveaux enjeux géopolitiques.
Aujourd'hui, c'est une chance d'être un citoyen français et européen et de bénéficier d'un des passeports les plus puissants du monde. Et cet instrument de liberté doit non seulement nous permettre de critiquer et d'améliorer le système qui nous protège, mais il doit aussi nous permettre de découvrir la réalité de la vie dans les pays qui sont nos compétiteurs stratégiques. Finalement, entre possible et impossible, 2 lettres et un état d'esprit, disait le général de Gaulle. Alors ne mettez pas de limite à vos ambitions et donnez vie à vos rêves. Je vous remercie pour votre attention.